Bonjour, bienvenue. Je suis Margot Bernard de Indura. J'anime IRISC et c'est dans ce cadre qu'on est ensemble aujourd'hui pour un sujet portant sur le comportement mécanique des géomatériaux. Alors, c'est un webinaire organisé avec 3SR et INRAE et on est ensemble jusqu'à midi environ. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore IRISC, donc IRISC, c'est une communauté collaborative d'intérêt pour le développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires. Donc, c'est un endroit d'émulation d'idées et d'avancement collectif. IRISC a décidé de mettre en place une chaîne de connaissances qui a pour vocation de porter à la connaissance du plus grand nombre des méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et entreprises. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, on est donc pour ce sujet avec Félix Darve de 3SR et François Nicot de INRAE. Félix, je te laisse te présenter rapidement, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je suis donc professeur émérite à l'Institut Polytechnique de Grenoble, qui est une composante de l'Université Grenoble-Alpes, et puis chercheur, comme vous le voyez sur l'écran, chercheur au laboratoire Sol Solide Structure Risque. Merci Félix. François? Bonjour à tous. Bien écoutez, François Nicot, je suis donc directeur de recherche à INRAE sur Grenoble et depuis plusieurs années, je travaille sur le comportement mécanique des géomatériaux et c'est la raison pour laquelle c'est avec plaisir que je vous retrouve avec Félix aujourd'hui pour discuter de ce sujet avec vous tous. Merci François. Alors, rapidement, pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas encore le fonctionnement des webinaires, vous avez 3 modules pour interagir, donc discussion, lever la main et QR. Vous pouvez poser à tout moment des questions aux intervenants dans le module QR. On les reprendra à la fin pour y répondre. Vous pouvez aussi lever la main en parallèle, ce qui me permettra de vous donner la parole pour avoir des échanges plus interactifs et des fois aussi plus clairs. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Voilà, donc j'en ai fini avec ma petite introduction. Félix, je vais te donner la parole. D'accord. Hop. Voilà, quand tu veux. Bien, rebonjour à tous. Donc, ce webinaire, tu peux rester sur la première diapo. Ce webinaire est consacré à la description du comportement mécanique des géomatériaux par des lois de comportement. Alors, on l'a intitulé Un monde de diversité parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu le grand écart entre les modèles dits phénoménologiques, visco-élastoplastiques et les modèles micromécaniques. Et puis, donc un monde de diversité et puis également un monde de modèles parce que les modèles se sont multipliés au fil des ans et on peut dire que chaque laboratoire important de géomécanique au plan international a son propre modèle visco-élastoplastique et souvent utilise un modèle aux éléments discrets, je reviendrai là-dessus, qui lui est propre. Donc, on va essayer de clarifier un peu tout ça. Oui, Margot. Alors, pourquoi a-t-on besoin de lois de comportement? Eh bien, si on veut calculer un ouvrage, regardons de quelles équations on dispose. On dispose d'équations générales valables quel que soit le problème dans notre univers, c'est les lois de conservation de la quantité de mouvement, F égale m gamma, de la masse, de l'énergie, etc. Il nous faut définir le problème qui nous intéresse avec des conditions initiales et des conditions limites, la géométrie de l'ouvrage par exemple, le chargement appliqué. Et bien, ces lois de conservation et cette définition du problème ne permet pas de le résoudre. Il manque des équations et ces équations, ce sont les lois de comportement des matériaux. Deux grandes classes d'hypothèses historiquement peuvent être faites pour décrire
ce comportement, on peut supposer que la matière est continue, et c'est une hypothèse qui a à une certaine échelle est bien vérifiée par l'expérience. Si on regarde un tas de sable d'assez loin, on va avoir l'impression qu'il s'agit d'une matière continue. Eh bien, cette impression peut effectivement se traduire par une théorie de la viscoélastoplasticité qui va bien décrire la réalité. Donc, dans le cadre de cette hypothèse de continuité de la matière, on a une théorie de loi de comportement bien établie historiquement, et la méthode numérique pour le calcul d'ouvrage, c'est une méthode que vous connaissez bien, qui est classique dans le monde professionnel, dans les bureaux d'études. C'est la méthode des éléments finis, qui suppose donc la continuité du matériau que vous considérez. Et puis, l'autre grande classe d'hypothèses, c'est de prendre en compte le fait que nos géomatériaux, les sables, les argiles, mais aussi les bétons, la neige, etc., ont une structure discontinue. Et aujourd'hui, nos ordinateurs nous permettent de prendre en compte cette nature discontinue de nos géomatériaux, qui implique évidemment de considérer des millions de grains et souvent des milliards de grains. Eh bien, ceci est possible avec les méthodes numériques existantes que l'on peut regrouper sous le terme de méthode des éléments discrets, donc qui prend en compte chaque grain de matière individuellement. La méthode des éléments discrets, c'est un cas particulier de ce que l'on appelle la dynamique moléculaire, qui est probablement la méthode la plus puissante de la physique contemporaine. La dynamique moléculaire sert à décrire l'univers, l'écoulement des fluides, les atomes, etc. Et appliquée au milieu granulaire, cette méthode qui prend donc en compte chaque grain, chaque particule, chaque molécule, s'appelle la méthode des éléments discrets. Il faut bien avoir en tête que sur le plan pratique, ces deux méthodes donnent des résultats de nature très différente. La méthode des éléments finis, elle est parfaitement adaptée à un comportement, disons, de type élastique, et elle a beaucoup de difficultés à décrire la rupture, parce qu'au moment de la rupture, justement, la matière n'est plus continue. Au contraire, la méthode des éléments discrets va décrire la rupture d'une manière parfaitement naturelle, puisqu'elle va simplement décrire et suivre le mouvement de chaque grain. Alors, dans la deuxième partie de ce séminaire, vous aurez une illustration par François Nicot de méthodes apparues récemment qui visent à introduire dans une méthode aux éléments finis un modèle micromécanique. Alors, revenons, moi je vais me centrer sur les méthodes qui respectent la continuité de la matière, et je vais donc vous parler de viscoélastoplasticité. François regardera les aspects micromécaniques. Le formalisme général des lois de comportement exprime le fait que la contrainte est une fonctionnelle de l'histoire de la déformation. Une fonctionnelle, cela signifie que toute l'histoire de la déformation, toute la fonction qui décrit cette histoire doit être prise en compte. Et ceci est quelque chose de très fort. Il a beaucoup plus... en ce moment, vous allez dans un champ boueux, vous allez laisser une empreinte dans le champ. Une fois que vous êtes passé, la contrainte est revenue à zéro, comme avant que vous ayez marché dans le champ. Eh bien, vous voyez, vous avez le champ déformé par l'empreinte et le champ intact, avec la même contrainte zéro
et des états de déformation très différents. Donc, pour le même état de contrainte, dans cet exemple 0, vous pouvez associer une infinité d'états de déformation correspondant à cet état de contrainte. Donc, il n'y a pas de relation entre contrainte et déformation. Très important dans la pratique. Il n'y a qu'une relation entre la contrainte à l'instant donné et puis toute l'histoire de la déformation. Alors, passons rapidement en revue les grandes classes de loi de comportement. L'élasticité, un comportement est élastique si le comportement est réversible, c'est-à-dire si quand j'annule la charge, la déformation revient à sa valeur initiale. Et bien précisément, l'élasticité est le seul cas où la fonctionnelle dégénère en une fonction. L'élasticité est le seul cas où la contrainte est une fonction, la contrainte à l'instant courant est une fonction de la déformation à l'instant courant. Tous les autres comportements dépendent de l'histoire de la déformation. Oui, Margot? Alors, prenons le cas de la viscoélasticité. Dans ce cas, le comportement est irréversible. Il reste des déformations permanentes quand on annule la charge, mais ce comportement dépend du temps. Ce comportement dépend des vitesses de sollicitation, par exemple. Bon, alors le cas le plus simple, c'est la viscoélasticité linéaire. Et dans ce cas, la fonctionnelle est une simple intégrale. Hein, l'intégrale que tout le monde connaît, c'est le seul cas où on peut démontrer que la fonctionnelle se ramène à une intégrale. Dans les autres cas, c'est un être mathématique assez bizarre que cette fonctionnelle rhéologique. Bon, dans le cas de la viscosité newtonienne, eh bien, la contrainte est simplement proportionnelle à la vitesse de déformation. Plus on sollicite rapidement un corps, mieux il résiste. Et la manière la plus simple de décrire cela, c'est de dire que la contrainte est effectivement proportionnelle à la vitesse de déformation. Oui, on passe après à l'élastoplasticité. Donc, le comportement est là aussi irréversible, comme en viscoélasticité, mais cette fois, le comportement est indépendant du temps. Que l'on charge rapidement ou lentement un sable, son comportement sera le même, sa déformation sera la même. Sa déformation ne va dépendre que de l'histoire de la contrainte appliquée, mais pas de la vitesse avec laquelle ce chargement est appliqué. Et là, on tombe sur un problème redoutable qui n'a pas de solution mathématique. Vous voyez sur le schéma, là, très simple, on est monodimensionnel, la contrainte sigma est un scalaire, la déformation epsilon est un scalaire, tout est très simple. Eh bien, vous voyez, en élastoplasticité, on va avoir un module tangent E plus en charge qui est différent du module tangent E moins à la décharge. Hein? Tout le monde voit que si on veut décrire un comportement élastoplastique, eh bien, il faut décrire le fait que le comportement à la décharge n'est pas le même que le comportement à la charge. Le module E- est différent du module E+. Eh bien, sur le plan mathématique, cela signifie que la dérivée à droite, E+, est différente de la dérivée à gauche, E-. Cela signifie que la fonctionnelle est non différenciable. Donc, en élastoplasticité, non seulement il faut prendre en compte une fonctionnelle, donc un être mathématique bizarre, mais en plus, cette fonctionnelle, elle est singulière en chacun de ses points. Pas de solution mathématique. Donc, il a fallu changer de paradigme pour l'élastoplasticité. Il y avait une impasse mathématique. Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle toutes les lois élastoplastiques que vous verrez dans vos codes de calcul, toutes ces lois élastoplastiques sont formulées de manière incrémentale. Et l'équivalent de la fonctionnelle rhéologique de tout à l'heure, c'est cette écriture incrémentale d'une fonction tensorielle, grand F, qui dépend de l'histoire, H, et qui relie d epsilon, d sigma et dt, qui sont des quantités incrémentales. Alors, on peut prouver l'existence de cette fonction rhéologique incrémentale sur la base d'un principe de déterminisme. Donc, de même que la fonctionnelle existe toujours, cette fonction incrémentale existe toujours avec quelques hypothèses générales. Et bien sûr, en élastoplasticité, je reviens à l'élastoplasticité, je particularise grand F au cas de l'élastoplasticité. Alors en élastoplasticité, grand F est indépendant de dt, puisque le comportement élastoplastique est indépendant du temps. Et puis par ailleurs, grand F est… Donc on se ramène à la fonction grand G, d'epsilon égale grand G de d sigma. Et puis, parce que la fonctionnelle est non différenciable, grand G est nécessairement une fonction non linéaire de d sigma. Parce que si d epsilon était une fonction linéaire de d sigma, cela signifierait que la fonctionnelle est différenciable. Mais justement, parce que cette fonctionnelle n'est pas différenciable en élastoplasticité, la relation incrémentale élastoplastique, d epsilon égale grand G de d sigma, est une relation non linéaire. Et si on remplace les matrices d epsilon et d sigma par des vecteurs à 6 composantes, attention, le vecteur d epsilon et le vecteur d sigma sont des vecteurs à 6 composantes qui caractérisent parfaitement la matrice d'epsilon et la matrice des sigma, eh bien, on montre avec un peu de calcul algébrique, on montre qu'il existe un tenseur élastoplastique que tout le monde connaît, ce tenseur grand M, qui va dépendre de l'histoire, caractérisé par les paramètres petit h en argument, et puis qui va dépendre uniquement de la direction de d sigma. C'est quelque chose que l'on peut démontrer en mathématiques. La non-linéarité de G se traduit par la dépendance directionnelle du tenseur élastoplastique par rapport à la direction de d sigma. Cela traduit le fait que le comportement à la charge est différent du comportement à la décharge. Vous aurez un tenseur élastoplastique grand M différent à la charge et à la décharge, qui variera avec la direction U de la contrainte incrémentale des sigma. Oui. Alors, quels sont les ingrédients de l'élastoplasticité classique? Bon, il faut introduire un critère de plasticité limite. Généralement, c'est Moore-Coulomb pour nous. C'est la surface qui ne peut pas être franchie par un état de contrainte quelconque. C'est une surface limite. Il faut introduire une limite élastique. Donc, c'est une surface qui limite le domaine de comportement élastique du matériau. Et puis, on sait d'après l'expérience que cette limite élastique, elle varie énormément avec le chargement. Et cette surface de limite élastique, elle varie avec ce que l'on appelle des variables d'écrouissage qui font donc évoluer les paramètres de la limite élastique avec le chargement. Et puis, il faut introduire un potentiel plastique qui fixe la direction de l'écoulement plastique. Il est souvent caractérisé par ce que l'on appelle l'angle de dilatance. Je reviendrai là-dessus. Et puis enfin, il faut introduire un critère de charge-décharge pour distinguer le comportement à la charge du comportement à la décharge. On a vu que c'était essentiel. Et bien, en élastoplasticité classique, on démontre que ce critère de charge-décharge est nécessairement défini en comparant la direction
du vecteur contrainte incrémentale d sigma par rapport à la normale, au vecteur normal perpendiculaire à la surface de limite élastique. Bon, si on introduit tous ces ingrédients, eh bien, et vous voyez qu'il y a pas mal de liberté. Morcoulon, on est à peu près tous d'accord. La définition de la limite élastique, il y en a énormément dans les différents laboratoires. Les variables d'écrouissage, elles sont de nature extrêmement différente. Le potentiel plastique et l'angle de dilatance, bon, il y a un certain consensus. Oui, Margot. Alors, le problème est que l'expérience donne un angle de dilatance nettement différent de l'angle de frottement, ce qui implique que le potentiel plastique, caractérisé par l'angle de dilatance psi, est donc différent de la limite élastique, caractérisée par une cohésion et un angle de frottement. On dit alors que le matériau est non associé. Si le potentiel plastique est différent de la limite élastique, le matériau est dit non associé. Et nos géomatériaux, vous le voyez, avec un angle de dilatance largement différent de l'angle de frottement, nos géomatériaux sont tous non associés. C'est un ingrédient qu'il faut absolument prendre en compte dans nos lois de comportement. Il faut absolument introduire une dilatance différente de l'angle de frottement. Par exemple, la liquéfaction ne peut pas être décrite si on considère une plasticité associée. Et le fait que nos géomatériaux soient non associés a une conséquence mathématique nécessaire, on n'y échappe pas. La matrice élastoplastique que je vous ai introduite tout à l'heure, grand M, est non symétrique. Et alors là, les mathématiques nous disent qu'une matrice non symétrique a beaucoup plus de modes de bifurcation, beaucoup plus de singularité qu'une matrice symétrique. C'est essentiellement la raison pour laquelle nos géomatériaux présentent des modes de rupture extrêmement variés quand on se promène dans la nature, par exemple. Nos géomatériaux présentent des modes de rupture extrêmement variés par rapport aux modes de rupture des métaux, par exemple, qui sont des matériaux associés. Donc, la diversité des modes de rupture que nous voyons dans la nature, des coulées de boue, des glissements de terrain rotationnels, translationnels, des éboulements rocheux discrets, etc., etc. Tout cela est dû au fait que nos matériaux sont non associés et que la matrice élastoplastique est non symétrique. Oui, Margot? Bon, alors, par exemple, si je considère un chemin triaxial non drainé sur un sable lâche, eh bien, vous voyez sur cette figure que le déviateur de contrainte passe par un maximum, en fonction de la pression moyenne effective, passe par un maximum, et ce pic du déviateur de contrainte apparaît bien avant le critère de Morcoulon, représenté par la droite bleue. Eh bien, typiquement, à ce pic de contrainte, vous pouvez avoir une rupture qui ne sera pas décrite par le critère de Morcoulon, puisque cette rupture se produit avant le critère de Morcoulon. Alors, il existe un critère général, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est un critère classique en mécanique non associée, c'est ce que l'on appelle le critère du travail du second ordre. Donc, vous voyez ce travail du second ordre qui est égal au produit de d sigma par d epsilon, le produit doublement contracté, c'est donc un scalaire. Alors, en axisymétrie, ce travail du second ordre, il s'écrit d sigma 1 d epsilon 1 plus 2 d sigma 3 d epsilon 3, hein, tout simplement. Alors, vous voyez, en triaxial drainé, d sigma 3 est égal à 0, puisque sigma 3 est constant. Eh bien, l'instabilité, la rupture, apparaît au maximum de sigma 1, c'est-à-dire quand d sigma 1 s'annule. Donc, le travail du second ordre décrit le pic du comportement triaxial drainé classique.
Mais ce travail du second ordre en non drainé, il s'écrit dQ d'epsilon1 où Q est le déviateur de contrainte. Hein, vous rentrez dans cette équation, c'est très simple, le comportement non drainé, le chemin non drainé, d'epsilon1 plus 2 d'epsilon3 égale 0, non variation de volume, et vous voyez que le travail du second ordre, il s'écrit dQ d'epsilon1. Eh bien, vous voyez qu'au maximum de Q, que l'on voit sur la figure de haut, le travail du second ordre va s'annuler. Donc, ce travail du second ordre, il nous décrit aussi bien la rupture drainée que la rupture non drainée. Et en fait, on montre, en mécanique théorique, on montre que c'est un critère général pour toutes les ruptures que l'on appelle en mécanique théorique, les ruptures par divergence. Donc, vous avez là un critère beaucoup plus général que le critère de Moore-Coulomb. C'est le critère qui s'impose pour décrire la rupture des matériaux non associés, comme le sont nos sables et nos argiles. Alors, voyons les limites de l'élastoplasticité. Je ne vais commenter que la figure en haut à gauche. Il s'agit d'un chemin tridimensionnel complexe. Les déformations sont en rouge. C'est cette espèce de triangle en rouge qui a servi de benchmark pour un workshop international de comparaison des lois de comportement entre elles. Vous avez en noir, sur cette figure en haut à gauche, vous avez les réponses fournies par deux modèles élastoplastiques. Donc, vous voyez que ces réponses sont très loin de décrire les déformations mesurées expérimentalement sur ce chemin tridimensionnel complexe. Et si maintenant on regarde les figures sur la droite, vous voyez que les modèles aux éléments discrets donnent des résultats bien meilleurs. Hein. C'est les figures du bas. Les résultats ne sont pas parfaits, mais ils sont bien meilleurs. Et puis, voilà maintenant un exemple où les modèles élastoplastiques, même sophistiqués, même très raffinés, les meilleurs modèles élastoplastiques existants ne sont pas capables de rendre compte de la réalité. Et là, les modèles DEM, modèles aux éléments discrets, fournissent un comportement cyclique tridimensionnel en tireté noire sur les figures de gauche, comparé aux résultats expérimentaux en rouge. Vous voyez que la comparaison est très, très correcte, en tout cas bien meilleure que les modèles élastoplastiques existants. Oui. Alors, pour conclure, eh bien, bien sûr, aujourd'hui, les calculs par la méthode des éléments finis, avec loi visco-élastoplastique ou élastoplastique, sont très largement utilisés pour le calcul d'ouvrage. Attention, des difficultés irréductibles en cyclique. Il n'y a pas de bonne solution existante au plan international pour décrire un comportement cyclique. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, il est important de choisir un critère de rupture général pour prendre en compte les différents modes de rupture que l'on voit dans la réalité. Les calculs avec la méthode aux éléments discrets, donc que je n'ai évoqué que très rapidement pour les comparer aux calculs élastoplastiques, ces calculs aux éléments discrets, si on prend en compte la forme des grains, alors ça prend du temps de calcul, mais ces calculs éléments discrets fournissent des résultats quantitatifs, prédictifs, dont on peut dire aujourd'hui qu'ils sont remarquables. Bon, évidemment, subsiste la question du problème du nombre de grains. Plusieurs milliards sont nécessaires, mais dans les laboratoires, dans quelques laboratoires, il existe aujourd'hui des codes aux éléments discrets parallélisés qui sont capables de prendre en compte plusieurs dizaines de milliards de particules. Hein, ces codes existent.
Il reste la difficulté de la prise en compte de la forme des grains, mais là aussi, des solutions existent dans les laboratoires. Une solution possible, c'est le couplage spatial, spatial, éléments finis, éléments discrets, c'est-à-dire les zones de l'ouvrage dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose, méthode des éléments finis, et puis les zones de rupture, méthode des éléments discrets, qui sera bien adaptée pour décrire la rupture. J'en ai fini. Merci pour votre attention. Merci Félix. On va passer tout de suite la parole à François Nico. Alors j'arrête mon partage d'écran. Alors, je vais partager mon écran, le temps de remettre la main sur le fichier. Alors, juste en attendant, hein, je fais un petit rappel. N'hésitez pas à poser des questions dans le module QR. On les prendra ensuite à la fin de la présentation, mais vous pouvez déjà les noter ici. Voilà. Alors, Margot, est-ce que tu vois mon écran? Je vois ton écran, ce n'est pas en plein écran. C'est pas en plein écran. Alors, on va corriger. C'est mieux comme ça? Oui, c'est bien. Parfait. Allez, eh bien, écoutez, je vais prendre la suite après Félix pour aborder un petit peu plus le volet milieu granulaire, milieu divisé, et proposer une alternative dont a parlé Félix, hein, mais une alternative aux approches phénoménologiques qui effectivement sont fondamentalement supposent la continuité de la matière. Alors, pour faire le lien avec le propos de Félix, Félix a insisté sur le fait qu'à partir du moment où on a rupture dans un matériau, quelle que soit l'échelle à laquelle cette rupture peut intervenir, eh bien, on a des difficultés avec les outils traditionnels, entre guillemets, pour décrire leur comportement. Regardez en haut de la diapo, vous avez plusieurs exemples de ruptures observées à l'échelle du laboratoire. Rupture dans des matériaux de type roche à gauche, ou rupture dans des matériaux plus proches des sols sur la droite, avec des faciès localisés, ou beaucoup plus diffus, comme vous avez tout à fait sur la droite, avec un échantillon qui prend une forme et qui conserve un faciès homogène, hein, et cependant, c'est clairement un état de rupture que décrit cette figure. Et puis tout en bas, eh bien, nous avons l'extrême en termes d'échelle. Nous avons la rupture à l'échelle de plusieurs centaines de mètres, parfois plusieurs kilomètres. Ce sont les ruptures de versants, par exemple, hein, qu'on peut observer dans la nature, glissement de terrain, avalanches, toutes ces grandes catastrophes naturelles qui trouvent leurs origines dans ce que l'on a en haut, c'est-à-dire dans les mécanismes intimes qui prennent place dans la matière. Alors donc, le but un petit peu de cette présentation, de cette alternative que je vais vous proposer, c'est de tenter de faire un lien entre cette échelle du tout petit que l'on a en haut, à l'échelle du laboratoire, et cette échelle du tout grand que l'on a en bas, et qui concerne le versant, mais qui concerne aussi les ouvrages d'une manière qui concerne finalement l'échelle en lien avec l'environnement humain, que ce soit le monde de l'ingénieur ou le monde naturel. Voilà. Alors, pour faire le lien avec ce qui a précédé, quelques mots pour resituer l'approche phénoménologique. Je rappelle que l'approche phénoménologique, eh bien, elle postule a priori les propriétés constitutives qui sont issues de l'observation, de l'expérience. On observe, en général, on réalise des essais en laboratoire sur des chemins de sollicitation spécifiques, et on étudie la manière dont l'échantillon de matière répond.
Et à partir de ce que l'on observe, à partir de toute cette richesse phénoménologique, on essaye de traduire le comportement en termes mathématiques. Alors, si vous voulez, la particularité de ces approches, c'est que tout est postulé a priori. Et ça marche si on dispose d'un modèle mathématique suffisamment robuste. C'est l'exemple de l'élastoplasticité classique dont a parlé Félix précédemment. Alors, cette élastoplasticité classique peut être formulée malgré tout de manière différente. Il y a plusieurs écoles, plusieurs manières de la présenter et de la complexifier, de manière à se rapprocher au plus près de ce qu'on observe à l'échelle de l'expérience et donc permettre d'avoir un degré de prédictibilité qui soit le meilleur possible. Quels sont les avantages et les limites? L'avantage important dont on a parlé au cours de la première partie, c'est l'implémentation simple au sein des codes de calcul FEM. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, en entreprise, dans les bureaux d'études, eh bien, la méthode des éléments finis est quelque chose qui est bien utilisé. Et le fait que ces lois phénoménologiques soient facilement implémentables ou parfois implémentables par défaut dans les codes FEM facilitent, en tout cas élargissent leur champ d'utilisation. Il existe de nombreuses lois de comportement, de nombreux modèles de comportement disponibles. Les différents codes de calcul FEM disposent de nombreuses bibliothèques et qui s'appuient finalement sur pratiquement 50 années de recherche sur la question. Donc, évidemment, en mettant tous ces efforts bout à bout, on aboutit à un corpus assez solide. Cependant, ce corpus a des limites. Tout d'abord, la formulation mathématique est très complexe, ce qui ne facilite pas son utilisation et son transfert vers l'ingénierie. Cette complexité fait appel à de nombreux paramètres dont la calibration peut être délicate. Et ça, c'est probablement un point aussi de rupture parfois entre la recherche et l'ingénierie. Le sens physique de ces paramètres sont souvent difficiles à saisir, ce qui ne facilite pas la calibration. Calibrer, ça veut dire donner des valeurs aux paramètres qu'on utilise dans le modèle. Et puis, finalement, si l'on cherche à se rapprocher d'un certain nombre de subtilités physiques, de simuler des comportements complexes, prendre en compte des aspects un petit peu subtils, tels que des couplages multiphysiques, des changements de phase, etc., eh bien, la formulation devient difficile, devient lourde à construire, et on sent qu'on arrive un petit peu à la limite du modèle. Et qui plus est, s'il y a des ruptures, des discontinuités qui apparaissent dans la matière, là aussi, la formulation, ce type de formulation sera en peine. D'où le besoin d'essayer de s'appuyer sur une approche alternative. Et précisément, cette approche alternative, eh bien, c'est cette grande famille qu'on appelle les approches multi-échelles. Alors, multi-échelles parce que on va essayer de tenir compte de cette succession d'échelles que l'on peut rencontrer dans la matière, et c'est notamment ces deux grandes échelles que je vous ai présentées en introduction, avec l'échelle du laboratoire et puis l'échelle du versant ou de la structure, c'est-à-dire l'échelle finalement de l'ingénieur ou du géologue. Voilà, il y a d'autres échelles bien évidemment, mais approche multi-échelle suppose que l'on va essayer, dans un même cadre, de tenir compte des spécificités de la matière à ces différentes échelles, et on va tenter de relier ces échelles entre elles, c'est-à-dire d'assurer une sorte de continuité, de dialogue entre ces échelles de la matière. Alors, ça s'applique aux matériaux évidemment granulaires ou divisés, c'est-à-dire qui présentent une structure interne, et ma foi, nos matériaux, nos géomatériaux, eh bien, par essence, ils sont granulaires, ils sont divisés. En tout cas, on peut les considérer comme tels, avec évidemment le cas classique, le cas école, si je puis dire, c'est celui du sable, où l'aspect granulaire est absolument clair et indiscutable. Alors là, si je reste quelques secondes sur le cas du sable, la richesse du comportement du sable,
il vient du fait qu'un échantillon va contenir des milliards de grains. Et ces milliards de grains, ils vont s'arranger selon des configurations géométriques très diverses. Il y a une diversité dans la structuration géométrique de notre matériau. Donc, ce qui est très important de retenir, ce qui est essentiel de retenir, c'est que la complexité est fondamentalement d'origine géométrique. Finalement, ce qui se passe entre deux grains de sable, c'est-à-dire entre deux grains de silice, est relativement simple. Deux grains entre eux vont venir s'écraser. On peut avoir, si on suppose qu'il n'y a pas rupture des grains, on peut avoir un peu de déformation locale qui traduit la compression entre les deux grains. Et puis, ces deux grains peuvent glisser les uns par rapport aux autres. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui peut se passer au niveau physique local, ce qui est très simple. Et pourtant, un matériau tel que le sable a une richesse phénoménologique incroyable. D'où vient cette richesse? Cette richesse, elle vient du fait qu'on a un très grand nombre de grains et on a donc une complexité d'origine géométrique. Et c'est là où nos approches ce type d'approche va se différencier de l'approche phénoménologique, c'est qu'on ne va pas pointer du doigt immédiatement la complexité phénoménologique à l'échelle du laboratoire, on va pointer du doigt la complexité naturelle, structurelle du matériau, c'est-à-dire géométrique. Et on va essayer de faire remonter, de récupérer la complexité qu'on observe dans le laboratoire à partir de cette complexité géométrique. Voilà. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme très profond dans la manière de voir les choses. Alors, par rapport à ces approches multi-échelles, donc le grand défi, effectivement, ça va être de disposer d'outils mathématiques d'homogénéisation qui permettent de faire le lien entre l'échelle du grain et celle de l'assemblage. Alors, l'avantage, c'est que c'est une approche qui s'appuie sur ce qu'on appelle vraiment la propriété fondamentale des matériaux granulaires désordonnés, c'est-à-dire leur complexité d'origine géométrique. En revanche, des limites, il y en a malheureusement. Eh bien, la première, c'est que toute la complexité géométrique de l'assemblage ne peut être décrite dans un modèle. Donc, quand on veut modéliser finalement, qu'est-ce que c'est? Modéliser, c'est la démarche conceptuelle première de l'être humain, hein, qui consiste à se représenter les choses et donc à simplifier. Hein, modéliser, c'est simplifier. Il va donc falloir faire des choix dans la prise en compte de cette complexité géométrique. Je vous en donnerai un exemple dans un instant. Et puis, il va falloir s'appuyer sur des structures modèles. Hein. On va faire des choix, on va repérer des structures géométriques modèles qui permettront de faire des calculs analytiques suffisamment simples pour pouvoir écrire une loi de comportement. Alors, juste avant de vous donner d'aller un petit peu plus loin dans le fonctionnement de ces approches multi-échelles, voilà un exemple de la richesse d'un matériau granulaire. C'est issu de… Alors, ce ne sont pas des expériences de laboratoire, ce sont des expériences numériques réalisées avec la méthode des éléments discrets qu'évoquait Félix tout à l'heure. Et cette méthode permet de reproduire de manière relativement précise le comportement des matériaux granulaires. Et vous voyez que suivant l'état initial du matériau, suivant qu'il est dense sur l'échantillon de gauche ou au contraire très peu dense, c'est-à-dire lâche sur l'échantillon de droite, eh bien, on n'aura pas du tout le même faciès de déformation. Dans le cas de gauche, vous allez avoir une concentration de la déformation dans une bande très étroite. Au contraire, pour le matériau lâche, eh bien, votre faciès de déformation va concerner l'ensemble de l'échantillon de manière plus ou moins chaotique, avec malgré tout, effectivement, des germes, si on peut appeler ça, des germes de structuration qui apparaissent de manière diffuse dans l'échantillon. Clairement, on a deux faciès différents. Voilà. Alors, l'intérêt de
de développer une méthode multi-échelle et donc de descendre à l'échelle du grain, eh bien, c'est d'essayer de relier cette phénoménologie, c'est très caractéristique du matériau granulaire à sa complexité géométrique et de voir comment la structure géométrique du matériau va complètement piloter sa réponse mécanique. Voilà. Alors, je descends vraiment à l'échelle de la matière granulaire. La matière granulaire, c'est un ensemble de grains. Ici, de manière schématique, je les représente par des sphères, mais vous pouvez considérer, vous pouvez imaginer que ces grains ont des formes évidemment bien plus complexes. Mais pour faire simple, je vais les dessiner comme des petites sphères. Eh bien, la chose vraiment, je dirais, la plus basique que l'on doit observer dans un matériau granulaire, c'est le fait qu'il existe deux types d'objets à l'intérieur. Alors, je les ai représentés ici par deux couleurs différentes. Vous avez en jaune représenté une colonne de grains, à peu près linéaire. À quoi va servir cette colonne de grains, si je puis dire, dans un matériau granulaire? Eh bien, cette colonne de grains va permettre au matériau granulaire de transmettre des efforts importants. C'est en quelque sorte les colonnes de résistance mécanique de l'échantillon granulaire. Dans un échantillon granulaire, lorsque vous le sollicitez, vous voyez apparaître dans sa structure des ensembles de grains quasi linéaires. On les appelle des chaînes de force. Ce sont ces chaînes de force qui vont permettre à l'échantillon granulaire de résister à la sollicitation mécanique qu'on lui impose. Ce sont elles qui vont donner la résistance mécanique à l'échantillon. Voilà. Et alors, autour de ces chaînes de force, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, sur la diapo, ce sont les grains gris. On observe des cycles de grains. Si je suis en 2D, ce sont des cycles de grains. Si je suis en 3D, il faudra plutôt parler de clusters. Mais restons en 2D pour faire les choses simples. On a des cycles de grains. Ces cycles de grains, a priori, ne transmettent pas des niveaux d'effort importants. Mais ils ont un rôle majeur. C'est que ces cycles de grains, en s'accolant autour de la chaîne de force, vont permettre de stabiliser la chaîne de force. Alors, stabiliser la chaîne de force, suivant leur taille. Vous voyez, je vais les représenter avec ma souris, avec mon pointeur. Vous avez ici un cycle avec 3 grains. Vous voyez que ça, c'est un cycle très peu déformable qui va stabiliser la chaîne de force. Au contraire, au-dessus, vous avez un cycle avec 6 grains. C'est un cycle très déformable qui va peu stabiliser la chaîne de force. Vous voyez donc, à partir de cette analyse très simple, très rudimentaire, vous voyez donc apparaître une dualité, c'est-à-dire un lien logique, entre la résistance mécanique d'une part de l'échantillon et sa déformation. Et tout ça repose sur les propriétés géométriques de notre échantillon. En fonction de sa structure géométrique, c'est-à-dire finalement en fonction de la nature des cycles de grains que j'ai autour des chaînes de force, je vais avoir un matériau qui sera résistant ou pas et qui va surtout avoir la capacité à augmenter de volume ou au contraire à se contracter. Imaginez bien que lorsque vous avez beaucoup de cycles avec 3 grains, vous êtes très dense et votre matériau aura plutôt tendance à s'expanser, à se dilater. Rappelez-vous le fameux angle de dilatance psi dont a parlé Félix tout à l'heure. Au contraire, sur un matériau lâche qui comporte beaucoup de cycles à grand nombre de grains, eh bien, votre matériau aura plutôt tendance à avoir son volume diminué a priori. Et donc, on aura plutôt ce qu'on appelle en mécanique une contractance. Voilà. Eh bien, vous voyez, sur cette diapo, j'ai à peu près introduit les principaux concepts dont on a besoin pour développer cette approche multi-échelle. Et ensuite, eh bien, il nous reste, si je puis dire, à les traduire sous une forme mathématique pour qu'on puisse rentrer dans un cadre mécanique raisonnable, dans un cadre mécanique rationnel. Alors, très vite, il y a quelques symboles mathématiques, mais j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait quasiment pas dans ma présentation, ce seront les seuls. Comment fonctionne une approche multi-échelle? Eh bien, une approche multi-échelle, voilà. C'est comme tout modèle de loi de comportement, c'est une relation entre les déformations que j'ai à gauche et les contraintes que j'ai à droite. Ça concerne
un assemblage granulaire, hein, donc un volume suffisamment grand, c'est-à-dire typiquement le volume de matière qu'on peut expérimenter au laboratoire, par exemple. Pour ceux d'entre vous qui pratiquez les éléments finis, ça correspond également, en gros au point de Gauss que vous considérez dans les modèles FEM. Bien. Alors, dans l'approche multi-échelle, on ne va pas écrire directement la loi de comportement ici entre les contraintes et les déformations. On va d'abord changer d'échelle, aller dans le monde micro, c'est-à-dire le monde ici entre les grains, pour traduire ce qu'il se passe entre les grains. Et entre les grains, j'ai des forces de contact, j'ai des déplacements entre les grains, par glissement, par roulement, etc. J'ai donc des variables locales ici qui traduisent le champ de déplacement de mes grains et les forces de contact entre mes grains. Et par un certain nombre d'outils que je ne vais pas détailler ici parce que c'est relativement technique, eh bien, on va relier les variables entre elles. On va relier les déformations macroscopiques aux déplacements entre les grains et on va relier les contraintes macroscopiques aux forces de contact entre les grains. Et la très bonne nouvelle, c'est que entre les variables locales, c'est-à-dire déplacement entre les grains et force de contact entre les grains, eh bien là, j'ai un comportement local qui peut être décrit de manière très, très simple par un modèle de type Morcoulon avec un petit peu d'élasticité dans la direction normale et tangentielle de contact. C'est extrêmement simple. Il y a très, très peu de paramètres. Voilà. Donc, l'avantage de ce type de modèle, c'est que effectivement, il va reposer sur très peu de paramètres, ce qui est un très gros avantage pour pouvoir ensuite être utilisé en ingénierie. Alors, un exemple de modèle, je vais aller, je vois le temps qui passe, je vais aller très vite. Un exemple de modèle, eh bien, c'est le modèle H que l'on a développé. Alors, la genèse du modèle H, elle date de 2005, mais sous sa forme actuelle, c'est un modèle qui a été développé en 2011 et qui aujourd'hui fait l'objet de nombreux développements avec beaucoup de thèses qui tentent d'étendre le modèle en 3D, de prendre en compte tout un tas de phénomènes physiques complémentaires tels que des processus d'érosion, la présence de ponts liquides ou solides entre les grains, etc. Alors fondamentalement, c'est quoi l'idée de ce modèle H? Eh bien, ce modèle H, il va représenter la matière, il va considérer la matière comme un assemblage de petits clusters de grains. Vous avez sur la droite, en bas de l'écran, un cluster de grains. Là, on est en 3D. Donc, vous voyez, c'est un cluster de 10 grains. En fait, ces 10 grains, il faut les voir, je vais faire montrer à l'écran, il faut les voir comme deux plans d'hexagone perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle modèle H, parce qu'initialement, développé en 2D, eh bien, le cluster était un hexagone de 6 grains, comme vous avez ici sur cette figure, ou comme vous avez ici. On a un cluster de 6 grains. Et en 3D, on place deux clusters de 6 grains dans deux plans perpendiculaires, ce qui donne notre assemblage de 10 grains. Et l'idée, c'est de dire que l'on a une multitude d'hexagones ou de clusters à 10 grains orientés dans toutes les directions de l'espace. On a une distribution statistique de petits objets, de petits assemblages de grains orientés dans toutes les directions de l'espace. Avec cette hypothèse très importante, c'est que toutes nos petites cellules, tous nos petits clusters de grains vont être indépendants les uns des autres. Ce qui évidemment n'est pas correct, bien sûr, mais c'est une hypothèse que l'on doit apporter, que l'on doit injecter de manière à pouvoir conduire à la main tous les calculs qui sont déjà compliqués et évidemment, on ne saurait pas faire si on devait prendre en compte les interactions entre ces hexagones. Dans un tel cas, eh bien, les méthodes analytiques ne suffiraient pas et il faudrait passer à quelque chose d'encore plus fort. Et c'est quoi ce quelque chose d'encore plus fort? Eh bien, c'est la DEM. Mais la DEM n'est pas une loi de comportement. La DEM est une expérience numérique. Là, ce que l'on veut, c'est une loi de comportement, d'où l'importance d'inclure des hypothèses. Voilà. Alors, un exemple d'utilisation, par exemple, de ce type de modèle, eh bien, vous voyez, nous pouvons l'utiliser, par exemple,
pour décrire l'interaction entre un manteau neigeux et une structure par avalanche. Voilà. Alors, la neige, en première approximation, c'est quelque chose qui peut être décrit comme un assemblage de grains de glace en interaction les uns avec les autres, avec entre les grains de glace des ponts solides, parfois liquides, quand on a un petit peu d'eau liquide, mais en l'absence d'eau liquide, ce sont des ponts de glace entre les grains de glace. Donc, on a un matériau granulaire cimenté, qu'on peut décrire avec le modèle H, et à partir de là, en décrivant par ailleurs la structure filet, comme vous avez sur la droite de l'écran ici, par une méthode discrète également, eh bien, on peut parvenir à un modèle d'interaction entre le manteau neigeux qui va évoluer sous l'effet de son propre poids et sous l'effet du champ de température et de l'évolution du champ de température en interaction avec le filet. Et dans la déformation du manteau neigeux, en interaction avec le filet, on va avoir évidemment déformation du filet lui-même, ce qui va générer des efforts dans les différentes pièces de l'ouvrage et donc mener à son dimensionnement. Voilà, ça c'est un exemple d'utilisation de ces approches multi-échelles. Alors il y en a bien d'autres. On utilise ce type d'outils, par exemple, pour décrire le comportement d'un barrage ou d'une digue sous l'effet du chargement hydraulique, en prenant en compte l'interaction, ce dont je n'ai pas parlé ici, l'interaction entre le fluide et les grains, avec possiblement l'érosion d'une partie du squelette granulaire. Voilà, c'est un exemple d'application des approches multi-échelles. Voilà. Alors, pour conclure, en quelques mots, donc l'approche ou les approches multi-échelles, on peut considérer que c'est clairement un nouveau paradigme par rapport à l'approche classique phénoménologique. C'est une approche qui vise à reproduire la complexité. Elle s'appuie vraiment sur ce constat que ce qui est fondamental dans un milieu granulaire, c'est sa complexité géométrique. Et elle propose un cadre d'expression de lois de comportement qui permet un enrichissement relativement simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire enrichissement relativement simple? Eh bien, on peut prendre en compte tout un tas d'aspects physico-chimiques qui interviennent dans le milieu granulaire. Par exemple, la présence de ponts capillaires entre les grains ou la présence de ponts solides entre les grains. Si on a tout simplement de la cimentation qui peut évoluer avec le temps, on voit le lien ici avec, par exemple, l'endommagement ou le vieillissement des matériaux. Et puis, on a la possibilité de prendre en compte des lois intergrains de manière très simple, avec très, très peu de paramètres. Une loi phénoménologique, c'est souvent 15 à 20 paramètres. Le modèle H, tel que je vous ai présenté, c'est 4 paramètres. Voilà. Donc, je m'arrêterai sur ces mots-là. Et puis, écoutez, Félix et moi sommes tout à fait disposés à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci François, merci Félix. Donc, on a pris un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave, on va prendre quand même le temps de prendre les questions. Je commence par une première question de Juliette, ensuite je donnerai la parole à André qui lève la main. Alors, une première question pour Félix. Les éléments discrets conviennent-ils pour tout type de sol, notamment les argiles? Bon, c'est une très bonne question. Quand on considère des sables sans cohésion, la loi locale entre les grains, eh bien, c'est simplement une loi élastique-plastique simple avec du frottement et de l'élasticité. Pour les argiles, où il y a de la cohésion entre les agrégats, la bonne échelle pour définir des grains en ce qui concerne les argiles, c'est l'échelle des agrégats. Eh bien, entre ces agrégats, l'équivalent des grains de sable, on peut décrire leur comportement local en rajoutant une cohésion, une adhésion locale entre ces agrégats. Donc oui, la DEM permet de décrire le comportement des argiles en rajoutant, en plus du frottement, une cohésion entre les grains. De la même manière, la DEM peut décrire le comportement de la roche, le comportement du béton, en considérant des granulats liés par une adhésion entre les grains, traduite par une cohésion locale entre les grains. Merci Félix.
André, je te donne la parole. Il faut que tu ouvres ton micro. Tu as une question sur l'effet des fluides. Ah oui, il faut juste que tu ouvres ton micro. Oui, ça y est, on t'entend. Ok, super. Oui, donc merci Félix et François pour cette super présentation. De mon point de vue, il y a 4 aspects qui ont été un peu mis de côté et qui sont pourtant extrêmement importants, et en particulier dans les argiles, mais pas seulement. Le premier, c'est l'effet des fluides. Hein. Les géomatériaux sont des matériaux poreux fracturés avec des fluides. Donc, au-delà des régimes drainés, non drainés, il faut coupler en fait les équations de la mécanique avec les équations d'écoulement en milieu poreux fracturé. Le deuxième aspect, c'est les aspects chimiques, c'est-à-dire par exemple les processus de dissolution, recristallisation sous contrainte, voire aussi, c'est un troisième aspect, sur les ponts là, dont a parlé François, les aspects de cataclase, de micromécanique, qui tendent à cause de l'augmentation de l'état de contrainte au niveau des joints de grains, par exemple dans des contacts pseudo-hertziens, à fracturer les grains. Et puis enfin, les grains portent une double couche électrique à leur surface, donc il y a des phénomènes de nature électrostatique, et en particulier ici, très importants dans les argiles, les phénomènes électrosmotiques, donc des pressions supplémentaires à prendre en compte dans les équations de la mécanique. Et donc si vous pouvez un tout petit peu élaborer sur ces points. Oui. Voilà. Oui, je peux commencer si tu veux, Félix, et puis tu compléteras. Bon, écoute, André, tu soulèves 4 points effectivement très importants. Donc, ce matin, on n'avait pas le temps de tout balayer, évidemment. Les argiles, aujourd'hui, font l'objet de travaux complémentaires pour être décrits à partir des approches multi-échelles. C'est un challenge. C'est un challenge parce que effectivement, la question de jusqu'à quelles échelles pouvons-nous aller, quelles échelles pouvons-nous adresser se pose. On peut aller effectivement jusqu'à l'échelle nano, où là, on va avoir des phénomènes très compliqués et très loin de nos bases de mécanique des milieux continus, et qui vont devoir être pris en compte, mais que les physiciens savent décrire. Donc là, effectivement, dans ce cadre, on est en train de travailler sur cette extension pour voir comment on peut faire le lien entre nos travaux et ce qui est fait par ailleurs aux plus petites échelles pour tenir compte de cette double couche électrique et de la présence d'eau d'absorption à la surface des particules, etc. Par ailleurs, par rapport à la première réponse de Félix sur les agrégats d'argile, dans l'agrégat d'argile, alors si on reste à l'échelle de l'agrégat d'argile, les choses sont relativement simples parce que l'agrégat va jouer le rôle de la particule. Mais l'agrégat est lui-même une composition de feuillets compliqués, orientés dans des directions variées. Et là, effectivement, la prise en compte de cette complexité sera certainement difficile à traduire dans le cadre de nos approches directes de micromécanique ou d'approches multi-échelles. C'est certain. C'est certain. Mais bon, ça fait partie des aspects sur lesquels aujourd'hui on travaille, je dirais, avec un regain d'énergie. Ensuite, tu as parlé des problèmes de recristallisation. Alors, c'est des choses qu'on peut avoir même avec des matériaux sableux, mais sur des échelles, soit sur des échelles de contraintes très fortes ou sur des échelles de temps long. Et c'est des choses que l'on peut traduire, que l'on peut prendre en compte assez facilement. Parce que précisément, ces phénomènes, ces micro-phénomènes qui se passent entre les grains sont relativement accessibles au travers de nos approches. C'est quelque chose d'assez simple à prendre en compte. Voilà. Je ne sais pas si Félix, tu veux compléter peut-être un peu mon propos. Oh non, je crois que tu as répondu de manière très complète. Donc, effectivement, en phénoménologie, en viscoélastoplasticité, ces phénomènes complexes, chimiques et autres sont difficiles à prendre en compte. En DEM, c'est assez naturel. Et si on va à l'échelle nano, à ce moment-là, il faut vraiment faire de la dynamique moléculaire en introduisant des
des potentiels physico-chimiques, des potentiels électrostatiques. Donc, tout ça est complexe, mais la méthodologie est là et il y a une porte de sortie en utilisant à l'échelle nano dans des argiles et d'autres matériaux, la dynamique moléculaire au sens propre du terme avec des potentiels, et puis à l'échelle micro-méso, et bien on retombe sur une méthode aux éléments discrets. Donc oui, il y a une Merci. porte de sortie. André, c'est bon pour toi? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Bon, peut-être sans aller jusqu'à jusqu'à la dynamique moléculaire pour les argiles, il y a quand même il y a quand même des modèles intermédiaires, comme la théorie des VLO, pour prendre en compte les interactions entre grains. Voilà. Oui, oui. Merci, André. Ouais. Alors, j'ai une autre question. Comment peut-on observer des ruptures en utilisant la méthode des éléments finis? Et est-ce qu'on peut coupler cette méthode, enfin, la méthode des éléments discrets avec la méthode des éléments finis pour améliorer cette observation de rupture? Bon, c'est un point que j'ai abordé en conclusion. Donc, effectivement, il existe aujourd'hui des codes. C'est une méthodologie différente de celle que François a présentée, parce qu'il s'agit ici d'un couplage spatial. C'est-à-dire que dans le domaine de l'ouvrage ou dans le domaine du matériau naturel en place, où il ne se passe pas grand-chose, la méthode des éléments finis est parfaite. Hein. Toutes les fois que l'on est loin de la rupture, la méthode des éléments finis s'impose. Elle consomme peu de temps de calcul, elle est fiable, elle est robuste. Et puis, dans les parties critiques de l'ouvrage ou dans les parties critiques du glissement de terrain, de l'éboulement rocheux, on passe en DEM et on sait faire cela. Il y a différents codes de calcul commerciaux qui existent au plan international. On sait faire le couplage entre le domaine décrit avec des éléments finis et le domaine décrit avec des éléments discrets. On sait transmettre les informations à la frontière entre les deux domaines de manière à faire interagir d'une manière consistante le domaine décrit en éléments finis et le domaine décrit en éléments discrets. Merci. Alors j'ai une autre question un peu plus macro de Jean-Marc Tagnet qui dit qu'en géotechnique, la disponibilité et la qualité des données sont souvent des verrous. Si on considère le dimensionnement d'un ouvrage, quelle est, selon vous, la part de l'incertitude associée au modèle et celle associée aux données? Bon, c'est une très bonne question qui n'a pas qui évidemment n'a pas de réponse générale, mais c'est une question qui a été étudiée. On a fait des calculs par élément fini en prenant en compte différents modèles élastoplastiques et on a pu voir l'influence du modèle sur la qualité des calculs. Typiquement, si on prend un modèle élastoplastique associé, les résultats vont par exemple être très mauvais. Donc, on a quelques idées générales sur l'influence des modèles sur la qualité des calculs. Pour ce qui est de la calibration, oui, on sait aussi, mais pas de manière générale, on sait aussi que les paramètres à calibrer influent beaucoup sur la qualité des calculs. Et là, on touche aux limites de l'élastoplasticité, parce que, évidemment, la calibration et par rapport à un ouvrage réel, un glissement de terrain réel, la calibration est difficile.
Bon, évidemment, on peut faire des études de sensibilité de paramètres et avoir une idée de l'influence des paramètres calibrés sur la qualité des calculs. La vraie réponse, elle est dans ce que l'on appelle les clones numériques ou les jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on a un modèle numérique d'ouvrage qui est utilisé pour la conception de l'ouvrage, pour sa construction, et ce modèle est affiné au fur et à mesure que l'on fait des nouvelles mesures sur le fonctionnement en service de l'ouvrage. Et donc, avec on peut parler de maintenance intelligente, avec ce type de clone numérique ou de jumeaux numériques, on peut espérer, et ça marche, hein, on peut espérer avoir un modèle numérique d'ouvrage capable de d'écrire rapidement, presque en temps réel, si une zone critique qui apparaît dans l'ouvrage est effectivement dangereuse ou pas. Et on peut même imaginer à terme pouvoir définir en temps réel les mesures à prendre. Donc, la solution aujourd'hui, évidemment pour les ouvrages majeurs, c'est la mise en place d'un clone numérique de l'ouvrage ou d'un jumeau numérique où on peut espérer dépasser les limites des modèles et les limites de la calibration en affinant le modèle numérique global de l'ouvrage. Oui, si je peux ajouter un petit propos par rapport à la réponse de Félix, tel que je comprends la question de Jean-Marc, on n'a pas de réponse évidemment générale parce que c'est très difficile de pouvoir évaluer finalement la part de l'enrichissement ou de la trop grande complexité d'un modèle dans l'incertitude du résultat par rapport aux difficultés à calibrer les paramètres eux-mêmes. Finalement, est-ce que le déficit de qualité d'un modèle provient des difficultés à calibrer les paramètres ou provient des limites du modèle lui-même intrinsèquement? C'est assez difficile, c'est quand même difficile de répondre d'une manière générale à cette question. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que dans les approches multi-échelles, l'effort est fait de restreindre au minimum le nombre de paramètres. C'est le cas de la DEM, c'est le cas du modélage où on a 3 à 4 paramètres, donc ce qui est très peu par rapport aux approches phénoménologiques classiques qui vont imposer un grand nombre de paramètres. Et bien évidemment, dans la calibration, dans la phase de calibration de ces paramètres, le risque effectivement d'avoir une incertitude, enfin d'avoir des incertitudes de calibration de ces paramètres sera plus grand. L'incertitude va croître avec le nombre de paramètres. Donc, je dirais que par rapport à la question que tu poses, les approches multi-échelles vont dans le sens un petit peu d'une résolution de ce problème d'incertitude. Même si, effectivement, il y aura toujours une part d'incertitude, puisque ces 4 paramètres, il va falloir les caler à partir de données qui sont incomplètes, évidemment, qui ne traduisent pas parfaitement la généralité du massif de sol, de la pente, de l'ouvrage, etc. Mais bon, ça, c'est… Aujourd'hui, j'ai pas de réponse complète, j'ai pas de réponse définitive sur la question que tu soulèves. Merci. Alors, une autre question. Est-ce qu'on sait prévoir les caractéristiques mécaniques d'un sol à partir de cette courbe granulométrique? Bon, la réponse, elle est pour demain. C'est-à-dire que là, il faut passer par des techniques de machine learning et d'intelligence artificielle. Mais oui, il y a déjà
plusieurs laboratoires au plan international qui travaillent sur cette question-là. Sortir des paramètres, alors des paramètres simples d'une courbe granulométrique. Donc, demain, on saura faire, je peux répondre positivement à cette question. Il y a des résultats déjà relativement avancés. Alors, une étape intermédiaire, c'est de passer par de la DEM. Mais oui, demain, avec une courbe granulométrique, ou même mieux, avec une analyse par tomographie d'un échantillon de matériaux, on pourra sortir les paramètres mécaniques. C'est en cours. Ok, merci. Y compris sur Grenoble, hein, c'est en cours en Californie, y compris sur Grenoble. Ok. J'avais une dernière question peut-être pour François. L'approche multi-échelle que tu as montrée, est-ce qu'elle est déjà utilisée en ingénierie ou est-ce qu'elle est encore en phase un peu de calibration en recherche? Alors, en phase de calibration, non. En phase de recherche, bien toujours, parce que on continue à développer assez largement sur ce type d'approche, hein, et il y a encore des choses à faire. Par contre, oui, ça commence à être utilisé en ingénierie. Donc, c'est utilisé notamment en Chine, au travers c'est un modèle qui est implémenté sur une plateforme numérique permettant de faire du calcul à grande échelle en ingénierie. Voilà, c'est également utilisé, ça va être utilisé dans le domaine de la neige. Des entreprises de pneumatiques spécialisées dans les pneus neige vont utiliser ce type d'approche pour décrire l'interaction entre le pneu et la neige. Donc oui, oui, il y a déjà des applications assez sérieuses en ingénierie. Et bien sûr, le but, c'est d'aller encore plus loin, hein, d'aller beaucoup plus loin et d'essayer de transmettre, je dirais, cette alternative, de faire percoler cette alternative dans le monde de l'ingénieur, dans le monde de l'entreprise, des bureaux d'études. Voilà, donc là, il y a un travail effectivement un petit peu d'éducation, de communication important à faire, en parallèle des travaux de recherche qui doivent encore être menés, évidemment. Ok, merci. J'ai pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Merci en tout cas François et Félix pour l'intervention.